Dans cette édition, un hymne à la mer et aux marins dans le cadre des fêtes nautiques de Brest, la générosité d'un curé qui ouvre la porte de son église aux sans-abri. Mais d'abord, la vague de froid qui frappe le pays depuis presque 2 semaines n'a pas d'effet sur eux. Eux, ce sont les joggers irréductibles. Qu'il pleuve, vente, neige ou gèle donc, pas question de rester calfeutrés à la maison. Ils prennent leur courage à 2 jambes, à condition d'être bien équipés. Cela fait 1 semaine que l'on vous bassine avec le froid. Eh bien aujourd'hui, on a décidé de vous en remettre une couche, plusieurs même. 3 couches. 3 pantalons, combien de vestes? 2. J'ai triple couche, au-dessus, en dessous. Donc voilà. Moins 6 degrés cet après-midi à l'orangerie. Un froid à ne pas mettre un canard dehors. Un jogger par contre. Après 1 ou 2 kilomètres, ça va quand même, on a chaud quoi. Oh certes, ils n'étaient pas nombreux. Ne pas avoir froid aux yeux est une chose, aux jambes en est une autre. C'est juste plus un petit peu les mains, les pieds, on a un peu plus de mal avec, mais sinon le corps, ça va. Il faut vraiment entraîner, les chauffer parce que sinon c'est un coup à se faire mal. Et surtout, il ne faut pas s'arrêter. Bon, ok, allez-y. Si certains courent pour le plaisir, les demandeurs d'asile, eux, courent les structures d'accueil par nécessité, surtout en cette période glaciale. À Saint-Étienne, un prêtre à la retraite leur ouvre son église. Une solution temporaire, mais devenue en quelques mois passage obligé pour de plus en plus de réfugiés. Résultat, les locaux ne sont plus assez grands. Vous avez couché où cette nuit ? Au gymnase. Car ici, il n'y a plus de place et surtout pas de douche. Alors les plus courageux traversent la ville pour dormir ailleurs et laisser un bout de matelas aux autres, dans cette salle de catéchisme transformée en dortoir improvisé. Alors il y a des matelas posés les uns à côté des autres, et puis en fonction du nombre, ils se serrent pour que tout le monde puisse rentrer, quoi. Voilà, on n'a pas d'autre moyen, on n'a que ça. Que ça, c'est déjà beaucoup pour ces demandeurs d'asile qui ont tout quitté. Au Congo, ils se disent en danger. Auprès du Père Gérard, ils trouvent un refuge pour quelques semaines ou plus. Lorsqu'on appelle les 115, souvent il n'y a pas de place. Donc heureusement qu'il y a le Père qui est là, qui nous a accueillis. Sans quoi, bon, on serait dehors. Comprenez qu'on quitte l'Afrique à 35 degrés. On arrive là, à Roissy à moins de 10, moins 20. C'est pas évident. Hein. Mais l'hébergement n'est pas la seule mission que s'est fixé ce prêtre de 67 ans avec son association anticyclone. Est-ce qu'on peut vous envoyer un dossier pour quelqu'un? Il les aide dans leur démarche administrative, les dépanne de quelques euros et surtout les écoute. On est un lieu d'église. Moi je me dis, on a quand même dans le cœur un petit peu une exigence un peu d'accueil des autres. Mais le problème c'est quand on ouvre la porte, après on ne maîtrise plus. Surtout depuis 6 mois, depuis septembre, ce sont près de 150 réfugiés qui sont passés par l'église de Moreno. Tous orientés ici par des passeurs de Paris. Beaucoup trop pour le Père Gérard, qui manque désormais de moyens et de temps. Ici, je pédale et le grand changement, c'est ici, vous voyez, en ne faisant presque rien, je commence à patiner. Je me suis un peu mis de côté, je patine. Un vélo patinette, voici le futur moyen de déplacement des Bordelais. Le célèbre designer Philippe Starck l'a imaginé à partir des contributions postées sur le net. Il a intégré les différentes demandes, un grand panier et une bonne visibilité grâce à des roues fluorescentes. Ce vélo futuriste devrait arriver à la fin de l'année à Bordeaux. Il sera prêté gratuitement. Et hop, voilà ce qui s'appelle prendre le bon wagon. À Saint-Omer, ce train électrique fait office de serveur. Un nouveau concept à la manière des restaurants japonais branchés. Sortis de cuisine, les plats sont répartis sur le convoi. Leur prix est fonction de la couleur de l'assiette. Bref, un voyage culinaire qui prend tout son sens. C'est la période des récompenses du cinéma. Après les BAFTA britanniques ce week-end et avant les Oscars à la fin du mois, les Césars couronneront le meilleur du 7e art français le 24 février. Plus de 3000 votants ont sélectionné les films en compétition. Les membres du jury sont évidemment des passionnés. Portrait de l'un d'eux dans le Pas-de-Calais. Sujet César, première. Tout petit déjà, Didier Dupuis fréquentait le cinéma Familia. Adolescent, il s'initie à l'art de la projection. Quelques années plus tard, il concilie enfin sa passion et son métier en devenant directeur de cette salle obscure. Bref, il adore les films, il en regarde des tonnes et ça tombe très bien puisqu'il fait partie du jury pour la cérémonie des Césars. Interview première. Ça fait à peu près une dizaine d'années que j'ai eu la chance
d'être inscrit pour pouvoir participer à ce vote, quand même assez prestigieux, puisqu'on est entre 3 et 3500 votants en France. L'objectif de ces votants, regarder tous les films français sortis en 2011. Pour cela, ils détiennent un trésor maintenu précieusement à l'abri des regards, de quoi faire saliver les cinéphiles. Le sésame, le coffret des Césars, le voici. Reste ensuite à sélectionner ses favoris parmi les acteurs, les réalisateurs, les seconds rôles et les films, bien sûr. À partir de ce premier vote, 7 nominés sortent du lot. On retrouve les succès incontournables comme Intouchables ou The Artist, mais aussi des productions plus confidentielles comme Pater ou Le Havre. Interview César 2012. C'est vrai qu'on dit toujours, oui, les Césars, c'est le reflet du box-office, mais là, quand on voit ce choix-là dans les nominés, ça ne reflète pas vraiment le box-office. Et c'est tant mieux. Et pour connaître le grand gagnant, encore un peu de patience, il faudra attendre la soirée des Césars le 24 février. Après le cinéma, musique pour terminer, le plus breton des Anglais ou inversement enregistre l'hymne des Tonnerres de Brest. Le grand rassemblement du monde de la voile aura lieu en juillet prochain, une fête sur fond d'ode à la mer dont l'hymne annonce d'ailleurs la couleur. C'est une tradition. Tous les 4 ans, un artiste se voit confier la composition et l'enregistrement de l'hymne des fêtes nautiques de Brest. Et cette année, vous n'allez pas le croire, c'est un Anglais qui va réaliser la musique des Tonnerres de Brest. Robin Foster est guitariste installé en Bretagne depuis déjà de longues années, en presqu'île de Crozon. Et sa composition, c'est assez tribal dans la rythmique, mais c'est les coups de tonnerre, donc ça suit vraiment l'esprit du festival en fait, Tonnerres de Brest. C'est la mer, c'est les vagues, c'est le mouvement. Ce matin, dans le cadre feutré du studio de la fac de Brest, Robin assistait à l'une des toutes dernières séances de travail. L'enregistrement de la voix. Derrière le micro, une jeune bretonne, la soprano Charlotte Le Valégan. Mettre au service la voix que aujourd'hui j'ai travaillé au service de styles autres que la musique classique m'intéresse énormément. Les Tonnerres de Brest 2012, du 13 au 19 juillet, avec ses centaines de bateaux, ses dizaines de concerts et sa musique Made in Brest par Robin Foster. Le 19-20 continue dans un instant sur France 3.